Bonjour à tous. Merci de participer à cette rencontre dont je rappelle que vous représentez ici, en tant que partie émergée de l'iceberg, la partie immergée, qui est beaucoup plus importante, puisque cette rencontre est diffusée sur Internet, qu'elle sera, comme vous le savez, reprise dans nos actes, dans les actes de ces rencontres. Et donc, merci de votre présence. Je vous rappelle la règle du jeu que Jean-Pierre Rioux et l'équipe qui l'entoure et que je remercie et moi nous avons fixée, c'est-à-dire aussi près que possible de 30 minutes d'exposé initial et de 30 minutes de discussion ensuite, de manière à finir un peu après 20h puisqu'il est un peu après 19h. Je suis très heureux qu'Olivier Mongin ait accepté de participer à cette rencontre. J'ai plusieurs raisons d'exprimer cette satisfaction et ce bonheur. La première, c'est que Olivier Mongin est le responsable d'une revue qui a joué dans le courant de pensée dont nous sommes, je vais employer un mot un peu extra banal, les épigones. Nous sommes la figure actuelle, l'avatar, on peut dire ça, d'un courant de pensée pour lequel la revue Esprit, fondée par Emmanuel Mounier, dirigée pendant des années très importantes par mon ami Jean-Marie Domnac. On en est maintenant à la génération suivante, puisque Nicolas Domnac, comme vous le savez, le fils de Jean-Marie Domnac, est un journaliste important de Marianne, et que Jean-Luc Domnac est fils aîné de Jean-Marie et le très grand sinologue. Il viendra d'ailleurs nous faire une conférence un de ces jours. Et c'est un courant de pensée qu'on appelait, alors, je ne sais pas si ça se dit encore aujourd'hui, personnaliste et communautaire. Pour un certain nombre d'entre nous, nous avons beaucoup réfléchi, ou en tout cas glosé, sur ce que personnaliste voulait dire et communautaire corriger. Et donc, c'est une famille Esprit et la revue phare de ce courant de pensée, même si les choses ont beaucoup changé avec les directeurs successifs, Paul Thibault qui vous a précédé immédiatement, et vous-même. Ça, c'est la première raison. La deuxième, donc, de satisfaction. La deuxième raison, c'est que je vais prendre le risque de dire ce que je ressens de votre pensée, c'est que vous vous intéressez à une question qui est pour beaucoup d'entre nous centrale, qui est la question de la civilisation, que je pourrais dire autrement, comment humaniser les humains. Et comment humaniser les humains dans les temps que nous vivons aujourd'hui, qui sont des temps par le changement d'échelle, par la circulation sans limite de l'information, par la matérialisation d'une très grande partie du monde, par le fait qu'on considère que la question matérielle est la plus importante. C'est une planète sur laquelle on a l'impression que la déshumanisation des humains est extrêmement forte. Et c'est l'objet de la conférence de ce soir. Et une des réponses d'Olivier Mongin, c'est la ville. L'urbanité par l'urbanisation, si je pouvais risquer quelque chose. C'est que sur la planète comme elle vit, dans le monde comme il va, dans la globalisation comme elle se manifeste, la ville, la structure urbaine, est un des moyens de recréer ou d'aller vers ou de favoriser cette humanisation des humains. Si je me suis trompé dans votre pensée, vous le direz absolument. Voilà, c'est comme tout le monde le voit, une question centrale. Dans un monde où la ville est devenue le lieu de vie de la majorité des humains, c'est la première fois dans l'histoire de la planète,
évidemment, cette question est une question centrale et qu'un philosophe, alors je ne sais pas à quoi il faut vous rattacher, à la phénoménologie, enfin bon, cette question-là est devenue une question centrale et qu'un philosophe la prenne à son compte dans un courant civique, c'est évidemment très important. La quatrième, dernière et ultime raison pour laquelle je suis heureux de recevoir Olivier Mongin ici, c'est qu'au printemps, dans des circonstances politiques un peu lourdes, désagréables, il a fait un article, j'ai trouvé extrêmement généreux, dans lequel il expliquait que mon élection était une chose importante et que, en tout cas, il recommandait à ceux qui le lisaient de réfléchir à cet engagement. Voilà toutes les raisons. J'ai essayé une présentation succincte. Je suis très heureux que Olivier Mongin soit là et je lui donne la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bayrou. Merci de votre présence. Très heureux d'être là, parce qu'il y a aussi des amis. Jean-Pierre Riot, qui fut membre du comité de rédaction de la revue Esprit, je pense qu'il s'en souvient, en bon historien qu'il est. Robert Rochefort, qu'on a dû publier souvent. Et certainement beaucoup d'autres gens dans la salle. Puis je voudrais dire que je suis un grand ami de Jean-Claude Casanova, qui, ne l'oublions pas, dirige une très grande revue. Hein, nous en sommes unanimement d'accord. Voilà. Je dis au passage que nos deux revues sont peut-être les deux seules revues strictement indépendantes, avec une ou deux autres, dans la vie intellectuelle française, c'est-à-dire que les autres revues sont souvent des revues d'éditeurs, etc. Nous sommes des petites entreprises. Et Jean-Claude le sait, c'est pas facile. Vous savez, parce que il y a non seulement tout l'héritage. Non, François, c'est pas grave. Il y a tout l'héritage historique, si je puis dire, personnaliste et communautaire, mais il y a depuis presque un an une formidable cure d'amaigrissement de la revue Esprit, n'est-ce pas, qui a divisé sa pagination par deux et qui s'est ciblée sur des questions, et pas n'importe lesquelles, qui sont celles que très précisément nous abordons ici. Alors, je répète, je dis, décembre 2012, le dernier numéro, Refaire les humanités. Novembre 2012, Reconquérir l'espace public. Septembre 2012, La pauvreté perdue de vue. Août-septembre 2012, Le bipartisme trompeur et l'égalité-inégalité des territoires. Et, cher François, juillet 2012, dans un dossier, à côté d'un dossier sur les mirages de l'excellence, enfin les élites, etc., fallait-il sauver le soldat Bayrou? Voilà, d'Olivier Mongin. Voilà. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Bien, Jean-Pierre Riou vient avec beaucoup d'élégance de me faire remarquer que j'avais manqué à tous mes devoirs, qu'il me pardonne. Pardon. Merci. Article que je signerai aujourd'hui sans aucun problème. Je vais essayer, je crois qu'il y a un temps limite de jouer le jeu, donc je vais plus essayer de poser des problèmes, parce que sur toutes ces questions, il y a on le disait avec Jean-Pierre, des problèmes de langage énormes. C'est comme sur le mariage homosexuel, on ne sait pas si on parle de la même chose, le mariage pour tous, etc. Il y a un problème de mots qui touche aujourd'hui la vie politique dans son ensemble. Très souvent, on ne sait plus de quoi on parle, et on parle juridique ou on parle technique. On n'est plus capable de débattre à l'Assemblée nationale comme débattaient les députés que Jean-Pierre connaît bien au XIXe siècle. Lamartine, qui n'était pas le plus grand QI du monde, c'était un poète. Bon, c'est quelqu'un, quand il discutait de la propriété, il savait qu'il jouait avec un concept. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus beaucoup. Alors moi, je vais essayer d'aborder la question globale, locale. C'est assez lourd, c'est large. Mais en essayant simplement de prendre quelques petits problèmes. Mon maître Paul Ricoeur disait toujours, la question, c'est pas d'avoir les solutions, c'est de bien poser les problèmes. Et moi, je pense que la grande crise du politique aujourd'hui est cette difficulté d'avoir un langage, pas nécessairement commun, on a le droit de se diviser en politique, mais il y a ce problème. Donc je vais tourner autour de la mondialisation, parce que c'est un mot qui est devenu un mot ennemi. Puisque la mondialisation, c'est à l'extérieur, c'est dangereux, c'est néfaste. Bien sûr que c'est pas nécessairement positif. Je travaille j'ai déjà fait un livre et j'en sors un en septembre prochain sur la mondialisation urbaine. C'est-à-dire, j'essaye de montrer qu'il y a des tendances lourdes à l'échelle mondiale qui traversent différemment les sociétés. On vit pas
à Paris ou à Pau comme à Kinshasa, c'est bien évident, ou comme à Singapour, etc. Mais on voit des tendances lourdes qui travaillent l'ensemble des sociétés. J'ai la chance de pas mal voyager et on discute assez facilement en Amérique latine, voire en Chine, avec les maires, plus facilement qu'ici. Parce qu'effectivement, les questions, elles sont prises de front. Ça va très vite, comme vous l'avez dit. Alors, je vais épeler un certain nombre de problèmes. Mondialisation urbaine, pourquoi ? Parce que je pense qu'avec la mondialisation, on est piégé aujourd'hui. On a une approche qui est strictement économique. Et il faut l'avoir. C'est les problèmes d'emploi, c'est les problèmes de travail. Vous en avez souvent parlé. Mais c'est l'approche qui doit être prioritaire pour le politique. C'est bien évident. Il faut y répondre. Mais l'approche strictement économique réduit certainement notre capacité de compréhension du phénomène. Un très bon juriste qui est au Collège de France maintenant, Suppiot, dit l'approche économique, elle est importante, mais on peut tous revenir à des protectionnismes et la mondialisation, d'une certaine manière. Est-ce qu'elle aura disparu ? Non, elle n'aura pas disparu. Parce que ce qui porte la mondialisation, c'est deux autres phénomènes très très importants, sur lesquels je vais revenir, et je crois que vous y êtes sensible ici, c'est la révolution numérique, qui est insuffisamment pensée, je vais essayer de le préciser, et bien entendu, c'est l'urbanisation. Alors, je n'ai pas besoin d'insister, début du XXe siècle, 8% de gens qui sont urbains, urbanisés, c'est-à-dire vivant en ville, ça ne veut pas dire qu'ils ont l'urbanité, et qui vivent de manière... Et là, on va atteindre 70% en 2060, 2070. Le problème, notre grand anthropologue le voyait à Sao Paulo en 1934, je crois. Sao Paulo, 2 millions d'habitants, il y avait encore des vaches dans la rue, et c'est un anthropologue, il sent les choses, il sent les fondamentaux, parce que on parle pas n'importe comment, on n'habite pas n'importe comment. Et il disait, ça va trop vite. Et ceux qui ont l'occasion de bouger un petit peu, que ce soit Brésil, Chine, on voit très bien que ça construit trop vite. Nous, on parle de durable toute la journée à propos de l'urbain. Là, on est en train de construire des choses qui seront difficilement durables. Alors, le problème, justement, de la ville, tel que vous l'avez évoqué, c'est que ça puisse durer. Donc, le problème, ça va trop vite. La vitesse, on va voir que la vitesse, elle est centrale dans la révolution, justement, informatique. Vous l'avez évoqué à l'instant. Et donc, révolution numérique, urbanisation, j'insiste pas sur les autres phénomènes, très importants. Transformation du rôle de l'État. Le numéro qu'on vient de sortir aujourd'hui, face à l'impuissance publique, pour être un thème pour... la question, donc, transformation de ce qu'est le politique. Il faut bien voir que le modèle qu'on a aujourd'hui, on ne revient pas à la Grèce pour autant, c'est le modèle de la cité-État performante. C'est le modèle Singapour qui va prendre des variantes très très diverses, de Dubaï à des villes plus importantes, des villes moins importantes. C'est la petite cité-État recroquevillée. On est assez loin de notre État-nation là-dessus. Donc, urbanisation, numérique, transformation du rôle de l'État. J'insiste pas sur les problèmes culturels. J'y reviendrai éventuellement. Quand on travaille sur l'urbanisation difficile, ça ne veut pas dire que les gens habitent bien. C'est pas parce qu'il y a urbanisation qu'on habite bien. C'est bien ça le problème aujourd'hui. N'oublions pas qu'à l'échelle mondiale aujourd'hui, il y a à peu près 60% est-ce qu'il faut dire d'habitat informel. C'est-à-dire par rapport à nous, l'informel domine. Ça ne veut pas dire l'illégal. L'informel domine. Il faut quand même avoir ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'on ne répond pas à l'informel. Ceux que ça intéresse, il y a un livre d'un Canadien qui vient de sortir, Du village à la ville, au seuil, traduction, qui montre très bien comment aujourd'hui, il prend des exemples partout, ce qu'un journaliste français a beaucoup de mal à faire, à se promener comme ça, et il essaie de montrer parfaitement comment ça se passe et comment ça intègre très très difficilement, alors que nous on a cette image de la ville intégratrice républicaine que vous avez évoquée. Je pourrais donc j'insiste beaucoup, l'intérêt de prendre l'urbanisation, c'est que ça nous oblige à regarder, n'oublions pas l'économique bien entendu, mais à regarder un peu autrement ce qui se passe. Et en plus, ça touche l'économique, bien entendu. Quand vous allez au Brésil, vous voyez le maire de Recife, que je connais un petit peu. Lui, son problème, effectivement, c'est de faire venir les entreprises. Et donc, il faut une ville stable. Il faut qu'il y ait un minimum de stabilité. L'économie exige cette stabilité. C'était la première série de remarques. Essayons de compliquer notre approche de la mondialisation, sachant qu'on est tous pris dedans. Et j'insiste, c'est quoi la mondialisation par ailleurs ? Ce sont des flux portés par le numérique, la fameuse loi de Moore, ça va de plus en plus vite, vous le savez tous, avec vos machines, qui vont toutes de plus en plus vite et qu'il faut racheter en permanence. Donc, nous avons donc une révolution numérique qui est extrêmement importante, et les flux, ils sont de tous ordres. Ils ne sont pas que commerciaux, vous le savez, c'est des flux de population. Donc, pensons en termes de flux, c'est des flux de communication, d'images, d'idées, de gens, etc. Mais faisons attention à ne pas penser que les flux mondialisés
Nous qui sommes un peu étatiques, on aime la verticalité. Vous êtes un historien, vous savez ce que c'est que l'État français. Enfin, il y a 2 historiens là, à côté de moi. La vision étatique, vous avez écrit des livres d'histoire, me semble-t-il. La vision étatique est une vision pyramidale, hiérarchique, qui monte. Voyez, on voit très bien dans le débat sur les collectivités territoriales. Or, un monde de flux est un monde horizontal. Un monde horizontal. Il est plein de trous, il est dangereux. C'est un monde liquide, liquidité. Il y a un auteur, pour ceux que ça intéresse, excusez-moi, je suis un peu l'intellectuel de service, je donne des auteurs. Il y a de très grands auteurs qui travaillent là-dessus. Zygmunt Bauman, le présent liquide. On vit dans un monde liquide. Hein, liquidité financière, bien sûr, mais liquidité maritime. Je vais revenir tout à l'heure. La question maritime, elle est centrale. Parce que la question maritime, c'est les protestants, c'est le capitalisme anglo-saxon. C'est pas nous, issus du catholicisme avec cette vision de l'État. Je dis pas qu'il faut devenir protestant, mais c'est des enjeux qui touchent l'imaginaire. C'est à ça que je veux venir aussi. L'imaginaire de la culture politique française, à laquelle vous êtes si sensible, Monsieur Verroux. Donc, voyons qu'on est dans un monde de flux. Un monde de flux, c'est un monde où on est immergé. C'est pas quelque chose qui est au-dessus. On peut pas continuer à penser. Moi, ici, ma rue, le quartier, le colloque où nous sommes, là, on fait la réunion. Après, on va passer à la commune, département, région, tous les débats qu'on va avoir. Hein, je terminerai là-dessus tout à l'heure. Et ensuite, nation, Europe, et puis le monde. Il y aura un monde au-dessus? Pas du tout. Le monde, on est déjà... D'où l'idée de local que beaucoup de politiques avancent, sans bien le comprendre souvent. Dans tout local, le global est déjà là. Et si vous ne le croyez pas, vous prenez vos petites machines et vous pouvez être perdu même en haut des Pyrénées. Vous pouvez être effectivement globalisé avec Internet. J'insiste là-dessus, c'est que les flux nous obligent à comprendre qu'on est d'abord immergé. Le problème, c'est pas de monter, comme on le dit souvent dans mon milieu de gens de l'écriture, ou qui sommes un peu paniqués par Internet. Le livre est quand même très fragilisé, c'est un autre débat, mais le problème n'est pas d'aller du réel au virtuel. Et puis, le problème, c'est qu'on est déjà pris dans tous ces flux globalisés. Le problème, c'est de revenir au réel pour essayer de pacifier tous ces flux, d'en faire quelque chose, de les territorialiser. Pour ça que le débat à venir, je terminerai là-dessus, le débat à venir sur la choix de la décentralisation, sur comment reconfigurer les territoires est fondamental. Aujourd'hui, tous les territoires sont en reconfiguration partout, même chez nous. La mobilité l'emporte sur les territoires. Les territoires, ils sont toujours en retard. Comme disait Laurent Davzy, qui a fait cet excellent petit livre, La crise qui vient, c'est le grand économiste des territoires. C'est le petit livre à lire, La nouvelle fracture territoriale. Les territoires, ils sont toujours en retard sur les pratiques. Mais les territoires, on est au rendez-vous de la démocratie, ils organisent la démocratie. Donc le débat qu'on va avoir sur la manière de repenser les territoires, c'est l'enjeu de la démocratie représentative. Il y a du territoire parce qu'il y a de la représentation démocratique. De ça, on ne parle pas du tout. À la revue Esprit, après, sur les collectivités, je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain, etc. Vous pouvez parler de termes techniques. Les gens ne savent même pas ce que c'est qu'une EPCI, dont tout le monde parle toute la journée dans les milieux. Le monde de l'urbain en France, c'est un monde qui est terriblement technicisé et juridique, et qu'on a beaucoup de mal à faire bouger. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de démocratie urbaine, des grandes métropoles. Il se passe des choses. Moi, j'ai fondé un club, les Métropolitaines, avec un ami qui est le patron de la communauté urbaine de Bordeaux, Vincent Feltès. Il y a des métropoles intéressantes. On a un Premier ministre qui a une métropole intéressante. Reste qu'il a du mal, quand il est Premier ministre au niveau de l'État, à porter ce qu'a été sa dynamique métropolitaine, qui est une dynamique de flux, justement. C'est ça qui est très intéressant. J'arrête là-dessus. Donc voilà un peu, première série de réflexions. Vous m'arrêtez si je suis trop long. Essayez de prendre le temps de comprendre et de faire comprendre que la mondialisation, c'est pas l'ennemi. Bien sûr que ça peut être l'ennemi via ça pose plein de problèmes économiques. Robert en parlerait mieux que moi. Mais on est dedans. C'est la 3e mondialisation, après les grandes découvertes, la Renaissance et après la révolution industrielle. On est parti dans la révolution numérique, ce qui ne veut pas dire que l'industrie n'est plus là. On peut continuer à industrialiser, les Chinois le font, etc. Le problème, c'est qu'on est rentré dans un autre monde. Alors l'intérêt, deuxième série de problèmes et de remarques, mondialisation urbaine. On est un pays d'historiens, et mes amis historiens ne m'en voudront pas. Aujourd'hui, on a une pression d'une histoire, on patrimonialise. Les lieux de mémoire sont étouffants. Jean-Pierre m'en voudra peut-être pas. Il faut devenir géographe. Il faut mettre les cartes sur la table. Il faut regarder ce qui se passe. Et là,
D'ailleurs, c'est Jean-Claude Casanova qui me rappelait qu'il y a encore quelque temps, l'agrègue de géographie était dévalorisée parce qu'il n'y avait pas latin-grec. Hein, je ne sais pas si tu peux confirmer ça, mais bon, la géographie est dévalorisée. Elle a été créée sous Vichy. Bon, ça en paie quand même. Il y a des gens très bien, Élisée Reclus et autres, qui sont des géographes. À l'agrègue, oui. Non, pas la géographie. Alors, pour essayer d'être très précis, j'ai déjà dit monde liquide. Je voudrais simplement, c'est le deuxième série de remarques, le problème qui, moi, me passionne le plus. J'ai évoqué la révolution numérique comme le moteur. Hein. Le moteur, il pose un problème de vitesse. On est dans un monde qui est, aujourd'hui, je vais les réévoquer, à plusieurs vitesses. Le problème, c'est savoir à quelle vitesse vous fonctionnez. Et le problème, c'est qu'on passe plus d'une vitesse à l'autre. C'est comme le coup de s'intégrer socialement autrefois. On passe plus d'une vitesse à l'autre comme on le faisait avant. Il y a un très bon livre pour bien comprendre, même si ici, la lutte des classes n'est peut-être pas le dogme, mais il y a un livre d'un géographe de Lyon, le Michel Dussault, qui est un ami, de la lutte des classes à la lutte des places. C'est très intéressant. Parce qu'il montre que justement aujourd'hui, le problème dans ce monde en voie d'urbanisation difficile, c'est de trouver sa place. Et une place qui engage de la mobilité. Hein. Trouver sa place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème après, relevant de ce qu'on appelait autrefois la lutte des classes. Donc problème de vitesse, je vais revenir. Je voudrais juste dire très clairement, sans pouvoir, mais là-dessus on a pas mal écrit, ce qui se passe dans le virtuel, ce que vous faites toute la journée, ce que nous faisons, se passe de la même manière dans le réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les questions, c'est se connecter, c'est avoir accès, logique de l'accès, Rifkin. L'organisation des territoires est aujourd'hui liée à des connexions qui ne sont pas que les connexions transport. Reste que les connexions transport sont décisives, puisque c'est elles qui, justement, permettent de gérer les différentiels de vitesse. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les connexions sont le moteur. Alors, pour bien comprendre, vous vous mettez sur la table, vous regardez, vous invitez Jean-Michel Fouché un jour, très excellent géographe, vous mettez sur la table les nouvelles routes maritimes, les nouvelles routes aériennes, etc., etc. Vous voyez qu'on est hors jeu. On est dans un monde liquide, hein, aussi. 90% du commerce mondial est maritime. Donc c'est pas la vitesse la plus rapide qui est la plus performante. C'est ça qui est passionnant. Mais c'est une vitesse parce que c'est le mot d'ordre que vous avez avec vos mobiles, flux tendu, stock zéro. Si vous voulez être riche aujourd'hui, si vous voulez être singapourien, il faut être flux tendu, stock zéro. Je peux parler de ça 1 heure ou 2, j'ai même travaillé avec M. Roufnach à sa demande, mais ancien maire du Havre. Le grand échec de Grand Paris, c'est pas le Grand Paris en tant que tel, c'est l'incapacité de créer un pôle maritime qui devait lier en gros Caen, Rouen, blocage de M. Fabius, et Le Havre. C'est très important. Pourquoi ? Parce que la France est un pays, mais je ne mets pas ça en cause, c'est un pays d'État, c'est un pays de la terre. Braudel a écrit des pages magnifiques là-dessus. C'est un pays de l'intérieur. Hein ? Et le baron ? Non, mais ça, c'est un autre problème. Oui, vous n'avez pas tort. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des baronnies dans les ports, je ne sais pas. Mais bon. À coup sûr. Oui, vous inquiétez pas là-dessus. J'insiste là-dessus parce qu'un des gros problèmes pour nous est effectivement d'être... il y a des pays qui sont des pays de l'intérieur qui s'en sortent très bien. Les pays rentiers, les pays qui ont de la matière rare, etc. Au fin fond du Kazakhstan. Hein, une des villes les plus riches du monde aujourd'hui, c'est Astana, qui est une des villes les plus corrompues. Hein, une des villes les plus hyper modernes, les plus branchées. Incroyable. On a ce problème, nous, d'avoir une culture politique extrêmement peu maritime. Parce que on était catholique. Lisez Michelet, vous devez connaître ça par cœur. Michelet, La Mer, magnifique livre comme toujours. Il oppose La Rochelle, la ville des protestants qui vont partir et qui vont être à la ville de Richelieu et à la ville de Rochefort, qui sont des villes à la Vauban, on pourrait dire, hein, des villes bunkers. Je ne mets pas du tout ça en cause. Je dis que les problèmes dont il faut arriver à parler, c'est ça. C'est ça. Pourquoi ? Alors, si vous regardez les routes maritimes aujourd'hui, quel est le port le plus important ? C'est très bien de fêter Marseille, capitale culturelle 2013. Regardez, ce qui est très important, c'est de comprendre ce qui se passe à Tanger-Med. Tanger-Med, c'est le plus grand port au nord de la Méditerranée, qui aujourd'hui draine à peu près tout le trafic qui va partir vers l'Arabie, etc., et remonter vers l'Asie. On est complètement déconnecté, même Barcelone maintenant est déconnecté, etc. Donc regardons les routes maritimes, apprenons à regarder l'écart. Moi, je ne suis pas du tout géographe de formation, mais on comprend les choses. Chance de voyager, après, on voit très bien ce qui se passe.
Les routes aériennes, on comprendrait de la même manière. Dubaï, l'aéroport de Dubaï va être le principal aéroport du monde en 2013. Et voyons donc l'intérêt de la géographie, c'est de mettre à plat un peu les questions et de voir que la question de la connectivité est la question centrale. Vous connaissez Rifkin, vous connaissez Amartya Sen, c'est des gens, il y en a un qui est américain, l'autre il est indien, c'est un très grand économiste, il parle de quoi? De la question de l'accès. Mais l'accès, ça joue à tous les niveaux. Et ici aussi, chez nous, il y a des gens enclavés. Rifkin, il fait sa thèse de départ, initiale, famine en Inde, dans 2 villages. Pourquoi il y a des gens qui vont bouger et aller jusqu'au stock dans un village et pas l'autre? Prenez 2 villages près de chez vous, pourquoi il y en a un qui bouge et pas l'autre? C'est l'accès. Parce que le monde aujourd'hui, il est fait de connexions à plusieurs vitesses et il est fait d'enclaves. Je suis loin de l'urbanité dont on... Mais c'est dans ce monde-là qu'il va falloir réinventer de la ville. Parce que je ne vais pas discuter ce soir. Ce soir, je mets à plat un peu le négatif. Mais la réflexion, elle doit prendre en charge le négatif. Je fais un groupe de travail avec des politiques qui disent « Ah, mais formidable, il faut rêver à nouveau ». Il dit non. Le problème contemporain, la crise, c'est pas de la blague. C'est une crise profondément intellectuelle. Je m'excuse pour ceux qui peinent au niveau du chômage et tout, mais c'est une crise de compréhension de ce qui se passe. Parce qu'on ne regarde pas, on n'a pas prise sur le réel. Moi, c'est mon point de vue de philosophe qui aurait plutôt tendance à vagabonder. Prenons le temps, et là, les politiques qui prendront le temps d'expliquer ce qui se passe, vous verrez qu'ils seront gagnants. Bon, dans quelle mesure ça peut passer, mais il faut arrêter. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre les délocalisations, on peut être contre, je veux dire, c'est pas ça la question. Il s'agit de comprendre où sont les dynamiques, pas pour dire c'est bien, pas pour dire les émergents c'est formidable. Attention, moi je vais souvent en Chine, au Brésil, deux pays que j'aime bien le Brésil, la Chine c'est plus compliqué, mais on nous baratine sur les couches émergentes, nos couches moyennes à nous, qui sont constituées au 19e. Oublions pas qu'on aime ou pas Haussmann, nous on a inventé un urbanisme d'État, qui est très critiquable par des biais, mais la bourgeoisie 19e, elle a pris ses responsabilités là-dessus. On a inventé un urbanisme. Aujourd'hui, quand vous discutez avec un ami brésilien, il dit bien attention, nous les couches émergentes, on est loin de le produire. Quant à la Chine, je vous laisse regarder ce qui se passe. Vous voyez bien que le grand scandale qui a précédé le scandale politique Boxilai, très important. Xiongming, ville de 35 millions d'habitants, bâtie en moins de 30 ans. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Il y a tous les produits de luxe français. Pinault aurait pu s'installer là-bas sans problème. Hein? Il préfère quand même Bruxelles. Mais c'est une ville où le béton s'effondre déjà. On a des villes qui déjà tombent non durables, qui tombent... Donc il faut bien voir ça. C'est pas pour dire, nous, on est décrochés simplement. C'est pour dire qu'on a des atouts par rapport à une réflexion sur... Et c'est vrai que notre urbanité va mieux, même si il y a des tendances à la sécession, à la fragmentation un peu partout, on le sait. Les inégalités territoriales, David monte en France. Hein, il dit 2008, première crise économique mondiale, on n'a pas trop vu venir les choses parce que l'État-providence tenait encore. 2011, et c'est là que vous avez bien vu les choses venir, 2011, l'État redistributeur, il est plus capable de redistribuer entre les régions et territoires. Mais ça, je vous laisse, vous êtes plus compétent que moi. C'était la deuxième série de remarques que je voulais faire. La troisième, globale, locale. Je voudrais simplement, j'ai pas le temps et je suis déjà en train de déborder, dire il y a beaucoup de scénarios possibles. Je vais en prendre que deux. Il y a les deux extrêmes. Il y a un scénario qui est celui, c'est un peu compliqué. Bon, il faut regarder tout ça dans le détail, excusez-moi la caricature, surtout que là, on parle d'un monde qui n'est pas directement le nôtre. Dubaï, c'est très intéressant. C'est une des villes les plus globalisées, c'est-à-dire inscrites dans la globalisation, c'est-à-dire dans l'interconnexion des villes globalisées à l'échelle mondiale. Hein, fragile, pas fragile, je rentre pas là-dedans. C'est une ville qui est complètement coupée par rapport à la population qui est censée y habiter, et qui fait la ville d'ailleurs. Il y a une coupure entre le global et le local. Vous trouvez ça à peu près partout dans toutes ce qu'on appelle les villes branchées, ou les villes globales, mais c'est un concept difficile. Je voulais simplement insister là-dessus. Alors que le problème de l'urbain, c'est d'associer le local et le global, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on a fait, nous, dans notre tradition urbaine importante, très marquée par l'État. À l'autre extrémité, pourquoi on parle de métropole toute la journée aujourd'hui ? Moi, j'ai créé un club qui s'appelle les Métropolitaines. Il y a 3 ans, on ne parlait pas de métropole. Maintenant, vous mettez 2 agglos, ça fait une métropole. Hein. Vous avez métropole à Sao Paulo, vous avez métropole avec... je ne donnerai pas d'exemple hein, pour ne pas me faire attraper après. Il y a quelque chose qui est devenu délirant. Ça veut dire simplement qu'on découvre que les gens sont devenus beaucoup plus mobiles et qu'il faut réorganiser les territoires. Et si on a un certain sens quand même de la redistribution,
Parce que l'urbanisme, au départ, inventé par M. Cerda à Barcelone en 1857, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est rien d'autre que l'échange des services et la mutualisation des risques. L'urbanisme inventé à Barcelone, le mot est resté, c'est l'État-providence au niveau d'une ville. Un point, c'est tout. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc c'est des choses très très importantes. Simplement, ce que je veux dire, vous voyez, vous avez d'un côté des villes globalisées, celles qui fonctionnent le mieux et qui sont des villes vitrines avec une communication incroyable. Ça n'empêchera pas, on connaît bien le maire de Lyon, de nous montrer Lyon-Confluence, comme si Lyon-Confluence, en dessous de la gare de Perrache, était le quartier à l'image de tout Lyon. Parce qu'aujourd'hui, on sort des quartiers vitrines, on sort des morceaux de ville pour faire croire que toute la ville est comme ça. Et là, la communication, elle fonctionne très très bien dans les milieux de mairie et tout. Elle est extrêmement dangereuse. Vous avez des critères d'évaluation qui viennent de plusieurs personnes, dont un dénommé Florida, qui sont pris, qui sont utilisés. Quand vous êtes maire de Sao Paulo, vous pouvez comprendre que ça fonctionne. Quand le nouveau maire du Havre met les critères de Florida dans son petit truc là qu'on reçoit quand on sort de la gare, on rigole un petit peu. C'est-à-dire c'est des automatismes maintenant. La question de la communication d'attractivité joue un rôle très très important. On casse l'imaginaire urbain qui était porté par des habitants en lui imposant, on pourrait dire, une machine de communication, enfin des images. Je suis là très rapide. J'insiste simplement qu'on voit là une coupure globale locale qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que on voit très bien, et ça c'est un problème qui va toucher la mondialisation au terme identité, culture, religion, que vous pouvez être le plus globalisé. Et ça n'a rien à voir avec l'idée on adapte les mœurs américaines, pas du tout. Et en même temps, vous ne bougez pas du point de vue de l'identité. Vous avez là une coupure. C'est Jacques Berck, un grand anthropologue, vous avez peut-être qui travaillait sur le Maghreb dans les années 60-70, qui disait très bien, faut pas se tromper, l'hypermodernisation peut aller avec la tradition. D'ailleurs, on le voit un peu aux États-Unis, c'est un certain modèle évangélique qui est très important. Au passage, pour ceux qui s'intéressent, partout où vous avez de la casse urbaine, vous avez des évangéliques aujourd'hui, à l'échelle mondiale. Mais allez vous promener, Tremblay, Gonesse, vous sortez de la gare RER, usine fermée, temple évangélique. J'ai rien contre, mais il faut réfléchir à ça. Faut aucune enquête là-dessus, on n'en parle pas. C'est religieux, donc c'est... Vous prenez la route de l'Estac à Marseille, vous prenez je ne sais plus quel numéro du bus, vous avez deux grandes usines fermées, 2 temples évangéliques. Là où il y a de la casse, de l'invivable, de l'inhabitable, il faut bien que j'ai un petit peu de... Il faut que j'ai mes médicaments. Et quelque part, c'est ça, ça joue, c'est très important. Je termine pour dire tout ce que... pour dire qu'il y a un scénario qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas pour la décroissance. Je sais que les débats écologiques ici jouent un rôle important. Vous avez beaucoup de gens qui travaillent sur l'idée de mondialisation par le bas. Ils renversent, vous voyez. Ils disent pas le local contre le global, ou allons au global. Surtout en Italie, vous avez beaucoup d'équipes d'urbanistes qui travaillent là-dessus. Leur problème, c'est de dire, on est dans les flux. Il faut les prendre de front. Il faut pas pour s'y accorder. Mais si on ne les connaît pas, on peut être que la victime. Et il faut essayer de... C'est ça l'idée de métropole au sens positif. Il faudra en parler longuement. Il y a comme pas mal de travaux et de réflexions là-dessus, dont un monsieur, celui qui s'occupe de Pôle de Saclay, qui s'appelle Pierre Veltz, qui est très important sur ces problèmes, qui vient de sortir un livre, d'ailleurs c'est typique, Paris, France, Monde, pour expliquer qu'il faut faire Monde, France, Paris, Paris capitale en plus. Très compliqué dans notre pays. Pour ça que le Grand Paris était piégé d'avance, puisque... discuter du Grand Paris, c'est discuter de la capitale, dans un pays, de l'avenir de la capitale, dans un pays où, devant vous, je suis discret. C'est des gens qui parlent de mondialisation par le bas, au sens de voir comment un type de territoire peut décélérer. C'est l'idée de décélération. Il faudrait pousser, il faudrait le faire longuement, les questions de vitesse, pour montrer qu'on a des problèmes de décélération. Mais le problème, c'est pas la marche ou les flux. C'est pas Hong Kong ou un bon village français, retour au village. Non. Le problème, c'est de prendre de front toutes les vitesses, toutes les échelles, etc., et de voir comment on peut créer des territoires un peu pacifiants. Et là, on retrouve l'urbanité d'hier. Je vais m'arrêter très vite. Et je dis au passage, la décélération, elle passe par 2 choses. Il y a au moins 2 choses qui ont besoin. Vous évoquiez des traditions intellectuelles et autres. Il y a 2 choses qui ont besoin de la durée. C'est ce que dit très bien Pierre Veltz. C'est le savoir. Pour ça, d'ailleurs, tout d'un coup, l'université, tiens, on se met à en parler, là. Le Grand Paris, au début, on ne parlait pas d'université.
tout d'un coup, on se met à parler, parce qu'on se rappelle tout simplement que les villes, elles ont été faites dans notre période de fin du Moyen-Âge par des universitaires, qui étaient d'anciens moines la plupart du temps, et des commerçants. Aujourd'hui, moi je connais assez bien la Colombie, une ville comme Bogota est une ville difficile qui est en train d'être restructurée par les pôles universitaires, qui sont les moteurs. Alors vous me direz, c'est pas l'université publique, il n'y a pas tous ces problèmes, l'université privée, donc c'est un capitalisme dur, bien sûr, mais on voit très bien que vous avez des moteurs, et ça passe par le savoir. Qu'est-ce qui exige aussi la décélération? C'est la solidarité. La solidarité, ça prend du temps. Et la politique aussi, peut-être. Bon, mais c'est un peu lié. Moi, je suis très sensible à ce problème. La vitesse. Et là, en France, on a des gens qui ont beaucoup avancé là-dessus, Virilio, etc., qui sont des amis depuis très longtemps. Parce que le problème, c'est pas la bonne vitesse, le problème, c'est l'articulation des vitesses. Si j'avais le temps, je continuerais, je pourrais montrer, ce qui sera mon prochain livre. On est aujourd'hui, il y a un hyper-urbanisme qui est aujourd'hui de connexion autour des gares, et gares TGV essentiellement, gares TGV, avions, et un hypo-urbanisme, qui est un hypo-urbanisme plutôt de proximité autour de la voiture. Vous avez, et le problème, c'est que tout ça connecte très mal. Pour le comprendre, vous allez à Shanghai, vous voyez la gare Shanghai Sud. Qui a fait la gare Shanghai Sud? Immense gare qui ressemble à un aéroport, 4 niveaux. On comprend très bien que c'est un sas. C'est une machine à sélectionner les entrées. N'oubliez pas au passage qu'en Chine, il y a encore le hukou, c'est-à-dire une carte d'identité urbaine. Tout le monde n'a pas le droit encore d'être urbain. C'est-à-dire, non, on oublie trop ça. Ça a été le cas encore à Moscou il n'y a pas si longtemps. Pour pouvoir être dans la ville, il faut disposer, et avoir les droits sociaux, il faut disposer de la carte d'identité. Donc, qui a fait cette gare de Shanghai Sud? C'est Monsieur Dutilleul, qui avait l'agence des gares, quelqu'un de respectable, qui a fait toutes les gares, la française. Parce qu'il n'y a qu'en France où on a un architecte qui vient qui a nécessairement Félix, enfin les ponts, un seul architecte avec une grosse agence pour faire toutes les gares. Là, on voit ce que c'est que la centralité. C'est lui, en même temps, qui a fait cette gare de Shanghai Sud, qui est très intéressante, que vous comprenez que la gare qui fonctionne, Hong Kong, etc., c'est la gare TGV. Il n'y a pas de TGV Hong Kong, le problème n'est pas là, mais c'est la gare aéroport. Connexion gare-aéroport. Et vous voyez très bien que le rêve aussi, nous, autour de nos gares TGV, c'est la voiture. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer longtemps. Quelques mots. 4e série de problèmes, mais j'ai déjà débordé. C'est quand même d'accompagner comme on peut, mais vous le ferez mieux que moi, parce que vous avez plus d'idées que moi, mais je trouve qu'il n'y a aucun débat là-dessus. On a créé une petite revue avec des gens qui s'appellent Tous Urbains, simplement de prise de position. On est un pays quand même, on ne prend pas beaucoup de position sur quoi que ce soit, et avec Michel Lussot, avec Jacques Donzelot, beaucoup d'autres, on dit on va faire une revue que des éditos et des prises de position. Et voilà, bon, surtout, alors très vite, H3 de la décentralisation, où en êtes-vous là-dessus? Moi, je pense que c'est très important. Repartons du Grand Paris, on voit très bien que l'État n'a pas trop voulu lâcher, d'où un certain nombre d'échecs, je n'y reviens pas. Qu'est-ce qu'on voit se mettre en place si on écoute Madame Lebranchu avec des petits morceaux qu'on nous susurre à droite à gauche? La commune va être un peu déstabilisée, elle va perdre beaucoup de ses droits de l'urbanisme, permis de construire, etc. Chacun a ses positions là-dessus. De l'autre côté, la région est valorisée, mais on lui colle quand même, je n'ai pas le terme technique, une espèce d'institution où les représentants de l'État seront là, donc contre l'avis des présidents de région français. Et qu'est-ce qu'on nous invente là en ce moment? C'est des métropoles tous azimuts. C'est-à-dire qu'on lâche la métropole, effectivement, on essaie d'en faire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un bon modèle, je ne prends pas le bon modèle, mais on voit très bien que ça part dans tous les sens. Jusqu'au sens de Lyon, c'est le cas de le dire, avec ce qui vient de se passer à Lyon, qui est quand même extrêmement intéressant, puisqu'on voit une espèce de découpage assez bizarre au sein de la région. Donc, des grandes communautés urbaines qui essayent d'être de plus en plus autonomes, un État qui cherche à contrôler, toujours un peu, c'est l'État à la française, des communes qui vont perdre beaucoup de leur pouvoir. On est un peu, nous on dit c'est le millefeuille, oui, ça c'est pas original, on touche pas aux entités, on touche pas aux compétents, on n'a aucune réflexion là-dessus. Et autour de moi, des gens soi-disant qui lisent beaucoup sur les compétences, je vous promets, vous êtes plus certainement militants, personne ne sait quelles sont les compétences de telle entité, alors que c'est quand même fondamental. Et je dirais c'est une espèce de recomposition à la carte et sous contrôle.
qui est en train de s'opérer. Est-ce que c'est ce qui peut se faire de mieux? Je suis pas sûr. En tout cas, il n'y a pas de débat public important qui accompagne. Et je termine par ce par quoi j'ai commencé. La question des territoires. Les territoires sont dangereux, ils peuvent être des freins, parce que ce qui nous intéresse, c'est les gens qui habitent, pas toujours les territoires à la française. Le problème aujourd'hui, en même temps, c'est la reconfiguration territoriale qui porte quand même une certaine reconfiguration de la démocratie, parce que la démocratie représentative qui va pas bien, vous le savez mieux que nous, la démocratie représentative, elle repose sur des quadrillages, sur des configurations, etc., etc. Donc, qu'on soit à Récif ou ici, les problèmes sont communs, avec des tendances très très lourdes, c'est ça que je veux dire. Et il serait peut-être un peu temps de s'en inquiéter un peu plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais essayer de dire très vite, excusez-moi. Merci de votre... Bien, ça ouvre beaucoup de réflexions et de questions. Et donc, vous avez la parole pour vos interrogations, réflexions. Vous voulez commencer, Jean-Pierre ? Moi, je veux bien dire un mot. On a très bien compris, enfin, à la fois qu'on arrive aux villes en quelque sorte transnationales, il n'y a plus de frontières, et une action d'État et historique, si je puis dire, qui s'affaiblit, qui a moins de prise sur la réalité. Alors on voit, et je voudrais ton sentiment là-dessus, on voit circuler quantité de concepts flous, n'est-ce pas, sur tout ça. On arrive jusqu'à ville-monde, là je sais pas ce que tu en dis, et on arrive à une espèce de fétichisme de la métropole, avec l'idée que c'est à travers les métropoles qu'on verra, je dirais, s'élaborer, se diffuser, s'installer et triompher finalement toutes les évolutions décisives, que ce soit en termes de communication, de services, de savoir, et même de créativité. Alors, je voudrais ton sentiment là-dessus. Est-ce que le mot métropole est la fin du fin, parce que c'est ça qu'on nous vend actuellement. Merci. Enfin là, c'est des débats un peu complexes, mais qui ont accompagné les présidentielles et qui ne sont pas ressortis après. Moi, je pense que par rapport à la fragmentation actuelle, aux espèces de millefeuilles, donc, l'idée de métropolisation qu'on trouve partout, métropolisation, ça veut dire que ça grossit et qu'il faut se rapprocher des lieux où ça connecte mieux qu'ailleurs, etc. La métropole, il y a des gens qui disent, d'ailleurs, la mondialisation n'est rien d'autre que le phénomène de métropolisation. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dessous ? Alors, vous avez une thèse d'un quelqu'un qu'on lit souvent. On a justement fait un entretien avec lui pour un prochain numéro d'Esprit, Monsieur Guilly, qui lui dit le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on va assister à une opposition entre les métropoles qui combinent attractivité et compétitivité, et puis toutes les zones que lui appelle de fragilité. Et ça nous a amené, je reviens au présidentiel, à la question du vote FN. Parce que c'est ça qui est derrière, en termes de débat, c'est que ceux qui seraient hors des zones métropolitaines, actives, nerveuses, effectivement, seraient les hors-jeux. Alors, ce qui est assez... Attends. Non, parce que ça n'est pas enregistré autrement. Donc, les deux boutons rouges. Gulli dit très bien que on assiste à des phénomènes que la réclusion sociale devient une réclusion spatiale. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui colle mal avec notre propension à dire métropolisons à tout va et tout ira mieux. Voilà. Oui, moi après, d'un mot simplement, je défends un peu la thématique métropolitaine, parce qu'en France, où les territoires, j'ai bien dit qu'il fallait les reconfigurer, donc je reste un homme, on va pas faire disparaître les territoires avec les enjeux démocratiques. En France, on a mis beaucoup de temps à prendre en compte le problème des mobilités. Alors le problème aujourd'hui, c'est que les chercheurs et souvent l'administration, il n'y a plus que pour les mobilités. Il y a plus que alors que le problème, c'est pour repartir des mobilités. Les mobilités, elles sont de tous ordres. Bien sûr, c'est les mobilités résidentielles. Au passage, les deux régions Bretagne, c'est quand même 25% d'augmentation. On dit que c'est l'appel du littoral. C'est 25% d'augmentation avant crise 2005-2025. Et la Normandie, rien. Pourquoi ? Posez-vous la question.
Là, il y a aussi des problèmes d'attractivité qui sont extrêmement... Mobilité résidentielle, mobilité dans le travail, mobilité démographique, etc., etc. C'est vrai que la France a beaucoup de mal à prendre en compte les mobilités. Ça ne veut pas dire qu'on est moins mobile que nous, c'est totalement faux. Et le problème, c'est de... Je pense que si on veut réfléchir, moi, c'est tout ce qui m'a... J'ai pas de solution. C'est la métropole, c'est ce qui nous oblige à réinscrire des mobilités dans un territoire. Mais les mobilités, il faut les prendre dans toutes... Le Grand Paris, au débat, on a pris que les mobilités, c'était quoi? C'était les mobilités travail-travail. On partait, c'était la vision Sarkozy de la Défense, et on voulait amener, via le Grand 8, tous ces gens à Roissy direct. Alors que le problème de la mobilité pour le citoyen, c'est mobilité, travail, résidence, que je sache. C'est la question centrale pour tout le monde. On n'a pas pris ça en place. Mobilité, je prends un autre terme, les connexions. À la revue Esprit, on avait arrivé au début du Grand Paris, parce qu'on s'intéressait beaucoup à ça, tous les directeurs d'hôpitaux, amis. Mais nous, on n'existe pas. On n'a pas des connexions. Alors, je fais exprès de... Tout d'un coup, on découvre aussi que les musées, c'est important. On découvre que l'université, c'est important. Moi, je suis dans le groupe avec Jamel Clouch, qui s'occupe du projet. Tout d'un coup, la mairie de Paris se passionne pour ce qu'ils appelaient encore le grand quartier latin. C'est là où je vais quand même faire l'éloge de la métropole. Parce qu'ils n'avaient pas compris que les étudiants, ils vivaient plus à Saint-Germain-des-Prés. Là, on retrouve les marques et tout ce que vous voulez. C'est quand même incroyable d'imaginer que la mairie de Paris en était à cette vision du grand quartier. Et nous, on les a sortis... La métropole, ça voulait dire simplement, mais décentrez-vous un peu, regardez ailleurs. Et je m'arrête. Après, la métropole, je la défendrai, où on peut quand même avoir une vision de la métropole qui est une vision, je dirais, plus mutualisante, qui revient à ce qu'était l'esprit de l'urbain quand on a créé l'urbanisme avec Cerda. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut se bagarrer sur les mots et non? Ce que je vois, c'est dans les projets Lebranchu, c'est que maintenant, il y a des tonnes de... Chacun va faire sa métropole. On est métropole à la carte. C'est assez bizarre. Robert, je prends le micro. Parle très fort, Robert. Oui, mais écoute, merci beaucoup d'abord parce que c'est absolument passionnant ce que tu nous as dit. Moi, il y a une chose, alors puisque tu m'as envoyé la balle, en tout cas au niveau des économistes, il y a une chose qui me semble absolument fondamentale et qui doit être au cœur de ta réflexion par rapport à la question de la ville aujourd'hui, de la métropole, c'est le conflit entre l'ancienne économie qui est une économie de la propriété et une nouvelle économie qui est l'économie de l'usage. Et on voit bien comment aujourd'hui la mondialisation par les villes nous fait basculer d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. On peut prendre, pour que ce soit très concret, 2 ou 3 exemples. J'entendais encore ce matin qu'on disait qu'à Paris, on ne peut plus acheter son logement. Donc on n'est plus dans le mythe d'acheter son logement. Dans beaucoup de grandes villes, c'est le cas de Paris, c'est le cas de Londres, etc., on chasse la voiture. La voiture est devenue maintenant, la propriété de la voiture est devenue quelque chose de presque d'interdit, et on la remplace par des logiques d'usage qui peuvent d'ailleurs être à la fois mutualisées, mais avec un usage individualisé quand on pense aux autolibes ou aux vélib de cette nature. Ça, c'est quand même une révolution très forte, qui incorpore d'ailleurs, je pense que tu en es parfaitement convaincu, des nouvelles solidarités dans l'usage des produits eux-mêmes. Si on prend l'exemple du logement, la colocation et la cohabitation qui revient en force, évidemment fondée sur un principe de rareté, introduit quand même des nouvelles formes de mutualisation. C'est pareil sur l'utilisation du vélo, de la voiture, etc. Et c'est quelque chose qui est vrai sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets. Donc vraiment, nous avons d'ailleurs essayé un peu de le porter pendant la campagne présidentielle ici aussi, même si c'est un thème qu'il est difficile à faire émerger comme un thème grand public. Mais l'économie de demain est une économie différente. Les flux dont tu as beaucoup parlé amènent aussi à une conception de flux et à plus une conception de stock quant à la gestion des personnes et des familles vis-à-vis des choses. Alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il me semble, mais je ne suis pas du tout assez compétent là-dessus, mais l'intuition que j'ai, c'est que les grandes métropoles qui sont encore en construction continuent à faire vivre auprès de leur population le mythe de l'économie de la propriété et ne basculent pas immédiatement dans celle de l'usage. Je regardais ce matin pour un voyage en Chine que quelques-uns ici on prépare. Il y a 5 millions de voitures à Pékin. La dernière fois que j'étais à Pékin, il y en avait déjà beaucoup moins, mais il y a 5 millions de voitures, une pollution permanente. Et en tout cas à Pékin, je ne sais pas si c'est pareil à Shanghai, on continue à être dans le process de permettre aux classes moyennes chinoises d'aller
acheter leur logement dans la périphérie. Donc on est sur l'idée d'acquérir ce logement, de l'acheter. Donc je voudrais que tu me dises si je me trompe ou pas, en disant que quand même, dans le rapport au temps et l'ancienneté, ou l'aspect plutôt récent des grandes villes, on est un peu peut-être dans ce piège de ne pas être au clair sur l'économie de la propriété, qui me semble quand même maintenant devenue assez archaïque, versus l'économie, de l'usage, qui ne règle pas tous les problèmes. Et puis en plus, l'usage suppose quand même qu'il y ait une propriété en amont. Cette propriété, qui l'organise, mais c'est un problème important. Juste un tout petit détail, je n'avais pas réfléchi à ça, mais effectivement, Dutilleul est le grand architecte des gares, et je pensais qu'en même temps, Paul Andreu est quand même le grand architecte des aéroports. Pardon ? Je dis seulement sa femme est très bien. Sa femme, c'est Madame Chopinet, pour ceux qui ne le savent pas. Paul Andreu aussi, qui est un Français, est un grand spécialiste, est un grand architecte des aéroports. Alors je me demandais, est-ce que ça veut dire que finalement les Français, nous, est-ce qu'on a une force, une spécificité sur l'architecture de ces grands endroits de conurbation que sont maintenant les aéroports, les grands aéroports et les grandes gares ? Ah, mais ça c'est intéressant, mais bien sûr il y a un lien entre ces grands projets et la formation à la française, ingénieur, etc. Et nous, ce qu'on aime, c'est les connexions. C'était le patron de l'école des ponts. Oui, on est bien d'accord. Oui. Non, mais bien sûr qu'il y a un lien, mais c'est un lien qui passe par le train plus que par l'avion. Parce que moi, je suis dans un groupe là sur les mobilités à la SNCF, c'est le numéro 2, Azema, qui est un type très malin, qui m'a fait comprendre ça. J'ai dit pourquoi le train, par exemple, nous, notre TGV, pourquoi finalement aux États-Unis, Amérique latine, les trains, ils les utilisent très peu. Il me dit simplement, il n'y a que les pays à état fort qui ont du train. La Chine, elle en veut. Pourquoi ? Parce que le train, ça vaut très cher. C'est ce qui vaut le plus cher. Entretien. Et puis en plus, qu'on a un personnel, quand on comprend que le personnel, l'infrastructure, ça peut bloquer tous les transports. Ça, après la guerre, De Gaulle a peut-être pas compris que pour bloquer les transports, celui qui bloquait les transports a le pouvoir. Hein. On a pris le pouvoir quand même en Bolivie avec les bloqueos. Hein. On n'a pas. Je vais oublier le nom du président là. Excusez-moi. Il a pris le pouvoir avec vous connaissez ceux qui connaissent La Paz, qui est pour moi une des villes les plus fascinantes du monde. Vous avez 1000 mètres de dénivelé à 3000 entre l'aéroport qui est à 4000 et la ville à 1000. Il suffit de bloquer la route qui monte à l'aéroport, vous prenez le pouvoir. Hein. C'est les bloqueos. Hein. Donc, vous voyez, la question des infrastructures est extrêmement importante. Il ne faut jamais oublier que ce qui vaut le moins cher, c'est un avion. C'est l'avion. Hein. Vous pouvez qu'une petite piste d'atterrissage faire des. Bon, l'avion en même temps, c'est ce qui pollue le plus. Donc on a un petit problème là, parce que c'est pas l'énergie propre. Hein. Mais ça, bien sûr, faudrait. Alors juste d'un mot, parce que tu touches une question fondamentale, l'économie de la propriété, économie d'usage. Moi, je ne vois pas la disparition de l'économie de la propriété. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'usage qui se met à côté, et que la grande question pour nous, pour l'avenir du monde, c'est effectivement c'est cette question de la propriété, et via la propriété, la question centrale qui est l'accès au logement. Et ça, nous, à la française, on a fait ça un peu par l'État social, les cités, etc. Et puis, mais en même temps... Vous connaissez tous mieux que moi l'histoire des aides avec toutes les celliers, etc. Tout est fait pour favoriser cet accès à la propriété. Puis je vous rappelle quand même que la crise de 2008, subprime, ça touche le logement. La question de cette urbanisation généralisée, c'est quand même, pour la plupart des gens, c'est de pouvoir vivre décemment. Et qui va leur refuser. Ils n'en sont pas à discuter d'économie d'usage. Et le grand baratin avec les Chinois qui seraient déjà dans le durable, les Chinois, ils essayent de répondre. Moi, j'étais au moment de Shanghai, la mairie de Paris et la région avaient fait un colloque. C'était extraordinaire. Parce qu'effectivement, le colloque, c'était pour expliquer au directeur de Shanghai de l'urbanisme, arrêtez de nous polluer, soyez sympas, calmez un peu le jeu, etc. Le gars, il est resté 10 minutes. Il a dit, j'ai autre chose à faire, moi, il y a du boulot. Hein. Et après, vous alliez voir l'expo française. Je dis ça, hein, c'est une pure anecdote, mais on comprend tout. L'expo française, premier étage Renault, deuxième étage Peugeot, troisième étage. Achetez nos voitures, mais ne polluez pas. Top, terminé. Si on a ce discours-là, on sera perdant. Parce qu'ils sont très malins. Hein, pendant toute l'expo à Shanghai, ils ont dit, il y a une île au-dessus qui s'appelle Chongqing, qui sera l'île écologique, qui sera la grande île écologique de la région, etc. Le lendemain de l'expo, le projet de l'île écologique était annulé. Hein. Bon, voilà. Nous, ce qui nous ferait peut-être du bien de temps en temps, c'est ma position personnelle, c'est de savoir annuler des projets. C'est un autre débat. Parce que sur toutes ces questions, nos ingénieurs et tout, moi, je vois bien, avec le problème cher à M. Bayrou, qui est celui de la dette, qu'il a mis quand même en amont,
On voit très bien comment le haut fonctionnaire à la française, ingénieur, il nous rebalance du grand projet de tous les côtés. Il n'y a pourquoi? Parce qu'il passe pas la dette, hein, c'est pas parce que c'est pas bon, on a un très gros problème là-dessus. C'est comme pour les partenariats privés-publics. Il s'agit pas de les mettre tous en cause, mais on a quand même un très gros problème. Est-ce qu'on a discuté Notre-Dame-des-Landes sérieusement? Oublions les trucs politiques. On pour et contre. Hein, est-ce qu'on a une démocratie délibérative? Je dis même à l'art vu esprit, est-ce qu'on était capable de faire un dossier, de discuter de ça? Est-ce qu'on est capable de discuter intelligemment avec des experts? Oui. Démocratiquement, est-ce qu'il faut continuer la ligne Lyon-Turin? Hein, quand on voit effectivement le projet, quand on sait qu'on est incapable de faire du fret ferroviaire et qu'on dit que c'est pour le fret ferroviaire que ça va être intéressant, c'est quand même un peu exagéré. On ne discute pas de ces choses-là. Et là, c'est là où on reste très étatiste. Marielle ? C'est des positions personnelles, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Moi, j'ai tout à fait aimé ce que vous avez dit et je voudrais rebondir sur trois petits sujets rapidement. Le premier, c'est sur la mondialisation que vous avez décrite, à juste titre, ce monde liquide dont vous parlez très très bien, et la métropolisation, en fait. Il y a quand même une métropolisation à deux niveaux dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a le centre des métropoles qui sont des endroits vivants formidables, et puis on a les quartiers périphériques, on a les banlieues, on a les ghettos, on a la misère, on a les Africains qui quittent leur terre pour rejoindre des villes, on a les campagnes rurales, le monde rural en Chine qui aussi se désertifie, qui va vers la ville, et qui fait de la pauvreté, beaucoup, de la très grande pauvreté. Et donc il y a cette question-là aussi dans les métropoles. Ça c'est le premier point. Et je pense qu'il faut qu'on l'aborde. On a deux types, enfin on a deux vitesses dans les métropoles. La deuxième question, vous avez parlé du triptyque, alors dans les deux sens, hein, monde, France, Paris, Paris, France, monde, et curieusement vous n'avez pas dit Europe. Je pense non, mais c'est le titre du livre de Veil, c'est pour ça. Voilà, mais je pense que vous allez me dire pourquoi. C'est ma question. C'est vrai que quand on regarde la carte des trafics maritimes, on s'aperçoit que l'Europe n'est plus le centre du monde. Le nord de l'Europe va on est bien d'accord, globalement, je veux dire. Mais je voudrais que vous nous disiez en quelques mots, quelle est votre vision de l'Europe dans ce monde-là, comme ça, en évolution, comment vous la voyez aujourd'hui. Et puis je voudrais ensuite revenir, troisième réflexion, à France et à Paris. Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans un monde, dans un pays extrêmement conservateur du point de vue de son organisation et de son architecture institutionnelle, locale, régionale, que de ce point de vue-là, il faudrait une vraie révolution, et que je ne sais pas si cette révolution est possible dans un État culturellement qui est centralisé au point où est l'État français et la France aujourd'hui. Donc ça, c'est une question. Je pense qu'il faut une nouvelle architecture institutionnelle, que le millefeuille institutionnel, je veux dire, plus personne ne sait qui fait quoi, qu'on accumule les compétences et que tout ceci devient inefficace, incompétent, extrêmement coûteux et pas démocratique. Que ceci vaut pour l'ensemble de nos territoires. Et puis, comme je suis parisienne, évidemment, la question du Grand Paris nous turlupine tous, que ce magnifique projet de Paris Le Havre des grands architectes était effectivement extrêmement intéressant, qu'au fond, le Grand Paris, malgré tous les discours, il en est nulle part, que Paris est toujours cette ville très très bunkérisée, d'architecture et mentalement, je veux dire, bunkérisée, que je ne vois pas bien l'évolution des choses. Je voudrais que vous nous en disiez un mot, et que je suis frappée du fait que Robert parlait des grands architectes français. On a des grands architectes, il me semble qu'on n'a pas de grands urbanistes. Je voudrais que vous me donniez aussi votre point de vue là-dessus. Sur les architectes, je dirais, moi, c'est beaucoup des amis. Portes en Parc, j'ai écrit un livre avec lui, etc. On a trop de star architectes, c'est ça le problème. C'est-à-dire des gens qui se vendent très bien à l'étranger. Hein, et les mêmes qui, là, nous font du social et tout, vont être très sympas. Je peux vous dire, quand ils travaillent au Maroc, sur le front de mer à Casablanca, c'est pas tout à fait la même chose. Là, il est bon parce que... Non, on a un problème, on a quand même un très gros problème de l'architecte à la fin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Français, en France... D'ailleurs, moi j'enseigne à l'École nationale du paysage de Versailles. D'ailleurs, ça c'est typique. C'est quoi le paysage en France? Paysage. On redécouvre le site, le paysage. Très important ces questions, on n'en a pas parlé. En France, c'est les jardins du roi. L'École nationale du paysage de Versailles, elle est dans les potagers du roi. Parce que le jardin du roi, c'est le paysage à la fin. Et c'est quoi le jardin du roi? Monsieur Béraud en parlera mieux que moi. C'est la manière dont le pouvoir organise et se regarde. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, c'est déjà beaucoup, ils se regardent, c'est déjà pas mal. Bon. Mais vous allez en Suisse, c'est quoi un paysagiste? Un paysagiste, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'espace public. C'est-à-dire qu'un architecte, quand il doit intervenir sur une place, sur un bâtiment public, il doit faire appel au paysagiste. Tiens, c'est intéressant.
Alors c'est peut-être une manière de répondre sur l'Europe aussi. On a des cultures politiques qui sont quand même sacrément différentes. Hein. Vous voyez, là, l'enjeu, c'est... Mais, je répondrais, non, je pense qu'on a, le problème, c'est pas qu'on a des grands urbanistes, je pense qu'il y a ici il y a des maires, etc. On a moi, je peux très bien Gérard Collomb, on a des maires qui sont des Louis XIV, justement. Ils ont leur jardin du roi. Hein. Donc, si vous êtes directeur d'une agence d'urbanisme, vous la bouclez. Un point, c'est tout. Hein. Bon, je parle volontairement. Moi, je suis indépendant, c'est ce qui me permet d'écrire là-dessus, et tout en étant un peu respecté. Et le problème, il est là. On a aujourd'hui architectes, urbanistes, paysagistes, c'est des gens sous tutelle. Pourquoi ils sont sous tutelle? Parce qu'ils travaillent pour la région, ils travaillent pour une mairie, etc. Les 10 équipes qui ont travaillé sur le Grand Paris, il n'y avait rien sur la gouvernance. Moi, je l'ai écrit d'entrée de jeu. On ne discutait pas. On dit la gouvernance à la française, c'est trop complexe, on ne peut pas en parler. Ben, très bien. Très bien. Ce qui fait d'ailleurs que les écoles d'architecture sont toujours au ministère de la Culture, parce que l'architecte, c'est l'artiste, et les amis de Robert sont les ingénieurs qui font les aéroports. Hein, voilà. Et ça, on n'est pas sorti de ça. L'ingénieur et l'artiste. Première phrase du code d'architecture, l'architecture est un métier de l'art. Voilà. Alors les choses bougent un peu. On a depuis 68, quand ils ont pris Malaquais, tous les jeunes autour de Castro et Portes-en-Parc et Grimbach, d'ailleurs ceux qu'on a retrouvés dans le Grand Paris, bon, c'est des gens qui s'intéressent un peu à la ville. Mais avant, on n'employait jamais le mot ville. Jamais. Donc moi, je vais vous dire, là où ça se passe, c'est beaucoup plus à l'étranger. Parce que là, ils sont dans un réel dur. Le capitalisme est dur. Colombie, Brésil, c'est dur. Mais là, ils inventent. Ils inventent. Moi, je vais faire un papier sur un très grand architecte qui est à Bogota, Salmona, qui est mort il y a 2 ans, qui vient du franco-colombien, qui devrait être célébré. C'est un très grand bonhomme. Il venait de l'agence de Corbusier. Méchamment, je dirais, il avait compris ce qu'il fallait pas trop faire. Corbusier, c'est un problème. Le contexte n'existe pas. Le monument est à lui-même son propre contexte. C'est ça l'architecture française. Ça pose un problème, ce qu'on appelle les machines célibataires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contexte. Alors, tout le problème de la politique, tout le problème de ces gens, partout dans le monde, c'est refaire contexte. C'est se réinscrire dans un ensemble. Et derrière le problème de la métropole, il y a ça. C'est quoi est-ce qu'à Toulouse, vous allez, vous qui connaissez bien ce coin, est-ce que ça peut faire métropole? Je dis, on fait pas métropole partout. On fait pas métropole partout. Tous les paysages, Rio, c'est magnifique. Mais tous les gens qui connaissent Rio, c'est pas pour rien. Les mornes, à la verticale avec les favelas. D'ailleurs, le Corbusier, j'en dis du bien maintenant, comme Lévi-Strauss, ils arrivent à Rio, il dit une ville infernale. Une ville infernale. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire ensemble. On ne peut pas faire ensemble. C'est une ville carte postale magnifique, et pas uniquement carte postale. Donc, ça, là-dessus, on faut se bagarrer là-dessus. On a, la polémique sur Ronchamp était très intéressante d'ailleurs, mais je n'y reviens pas. Moi, je fais un papier dans ce numéro, la polémique de Ronchamp, c'est très intéressant. Parce que pour Corbusier, son monument est déjà le contexte, c'est déjà le site. Donc c'est le chef-d'œuvre d'ailleurs, hein, Capoli va. Bon, j'en reviens à tout ça, ça mériterait des débats. Parce que ce milieu, moi, je fréquente pas mal le milieu architecture urbanisme, c'est des gens très malins, assez malins. Mais c'est des gens sous tutelle un peu, c'est des gens intimidés. Et moi, je trouve il faut les obliger à parler. C'est pour ça qu'on s'amuse à faire cette petite revue là. Et mais surtout sans tomber dans le modèle Star Architecture. C'est très important. Mais ça se fait avec les habitants, parce que derrière, c'est quoi le problème? C'est les habitants. Hein, on leur demande de. Il faut jamais oublier quand même que nous, on a une conception de l'État social qui est très positive, mais qui est quand même très étatique, qui considère qu'il y a la volonté générale de l'État et le logement. L'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on découvre tous les espaces publics. Le problème des cités, c'est qu'on faisait des logements avec sous la dalle la bagnole. On n'a rien travaillé. C'est pour ça que le problème, c'est pas de faire sauter les cités, c'est de faire ce qu'on n'a pas fait qu'il fallait faire à l'époque. C'est-à-dire créer des espaces publics. Et Salmona à Bogota, que j'évoquais, c'est un type, il ne travaillait qu'en fonction d'un espace public préalable. Un espace public, ça peut être 3 arbres sur la montagne d'Andine. Ça peut être, mais il faut qu'il y ait un dehors. S'il n'y a pas de dehors, et ça, c'est fondamental. Je vais vous dire, il a fait la plus belle bibliothèque qu'on voit au monde, la bibliothèque Virgilio Barco, en plein Bogota, ville difficile, hein, polluée, etc. Il a creusé, il a fait un parc, il a mis sa bibliothèque. Qu'est-ce que lui avait demandé le maire, à l'époque? C'était à 25 ans. Vous me faites une bibliothèque, on retrouve le problème de l'accès, que j'évoquais tout à l'heure, pour des gens qui ne savent pas lire. Et ben, quand on vous pose une question, c'est simple. Ben, quand on vous pose une question comme ça, un architecte, ben, ils savent répondre. Vous allez à Lille, vous sortez de la gare, la gare, l'ancienne, vous avez l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui est un hôpital privé.
Il y a un archi qui a fait une rue traversante, c'est tout simple, comme vous avez, mais on la traverse pas vraiment à Pompidou. Une rue traversante, c'est-à-dire l'hôpital fait enclave dans le quartier. Lui, les gens du quartier empruntent la rue traversante, donc ils voient les malades, qui eux voient les gens bien portants. C'est une révolution totale, puisque les biens... Vous voyez comme c'est un geste d'une simplicité incroyable. Après, il faut que ça tienne. Hein. Bon, il faut quand même être formé comme architecte. Mais c'est des petites choses. Alors ça, le Grand Paris, je suis d'accord avec vous sur la critique, ça a fait bouger quand même un peu les neurones de beaucoup de gens sur plein de trucs. Moi, là-dessus, on n'a pas fait la grande réforme politique, etc. Ça, on a découvert après qu'il se faisait bien plus de choses dans des métropoles. Non, oui, un peu, quand même. Oui. Moi, je suis assez respectueux du boulot de Pierre Mansart à la mairie de Paris, par exemple. Hein, non, ça a quand même fait... Parce que je veux dire, ces questions-là, on n'est pas un pays de démocratie urbaine. C'est ça le problème. On n'est pas un pays de démocratie urbaine. On n'est pas un pays de démocratie du tout. Oh, vous allez être bientôt élu, donc... hein, quand même, ne dites pas ça. Hein. Inch'Allah. Oui, voilà. Non, et là-dessus, je vais vous dire, ça c'est très important. Non, mais vous avez raison, parce qu'on touche une question centrale. Et après, je m'arrête. Enfin, j'aurais pas répondu au 10e de vos questions. Je vais prendre deux questions. Qui sont liées. Démocratie représentative, démocratie urbaine. Hein, récemment, un très bon livre sur la mondialisation de l'ancien patron de l'IRD, Institut Recherche-Développement. Il montre très bien, moi, j'avais pas compris, je connais bien le Brésil, mais Lula, il n'a jamais, on l'adore, hein, un peu par principe, il n'a jamais fait une réforme politique. Parce que trop de corruption, trop de clientélisme. Et on voit bien que ça lui retombe un peu dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on comprend qu'ils ont joué la démocratie urbaine et un peu la démocratie urbaine, Porto Alegre, tous ces trucs-là. C'est très important parce que c'est pas la démocratie participative chez nous qui est une espèce de, j'ai rien contre, mais démocratie urbaine, ça veut dire des choses très 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 importantes là-bas. Hein. Mais on voit très bien que ça se fait parce qu'effectivement il y a cette défaillance de notre démocratie représentative. Et après, je reviens à votre première question sur les gens à la bordure. Lisez le livre remarquable Du village à la ville de ce Doug Saunders au Seuil, c'est très impressionnant. Parce que ce qui montre, nous, on n'est pas un pays de l'informel, puisqu'on a mis les gens dans les cités. On les a un peu informés. Lui, sa thèse, c'est la ville tremplin. Est-ce que quartier tremplin, il va se balader à Shenzhen, il va se parler à Chongming, il va se balader en Inde, il y a toujours, dans cet immense... On sort de la France, un peu, on est d'accord. Nous, le problème, c'est que les enclavés, aujourd'hui, c'est ceux qui sortent des villes et qu'on retrouve le long des voies ferrées. Hein, parce que ça, on commence à voir un peu les études. Nous, on a bossé avec les gens d'Emmaüs là-dessus. Il y a le non-recours qui est un problème, mais il y a les invisibles. Hein. Et les invisibles, ils vont dans les zones enclavées. Hein. Il y a ceux qui arrivent à rester un peu dans les lieux publics, gares et autres, parce que le fric passe par là. Mais quartier tremplin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des espaces intermédiaires. Il y a la chaîne migratoire du village à la ville. Donc je vais encore un peu aider par le village. Après, je vais aider le village. Il faut trouver... Je ne vais pas être intégré. Je ne vais pas avoir une... J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens d'acheter un logement. Au passage, la rente mobilière, quand tu dis pas accès à l'économie de la non-propriété, on sait quand même aujourd'hui, tu as les chiffres mieux que moi, pour un jeune couple, on met combien d'argent de côté pour l'accès pour acheter un logement par rapport à notre génération, hein? Oui, ben voilà, tu dis carrément que c'est impossible. Non, mais moi, on m'avait dit que c'est ça. Ça a été multiplié par 3 par rapport à notre génération. C'est ce qu'on appelle la rente mobilière. Aujourd'hui, la rente mobilière est la question centrale. Moi, je pense que c'est une question politique décisive. Je reviens au quartier tremplin et rente foncière, bien sûr. Très vite. Il y a donc toujours ces moments intermédiaires qui peut échouer, hein, qui est le moment où les gens sont dans l'informel. Ils ont logement informel. Et le problème, alors, vous avez des exemples partout dans le monde, Colombie que je connais bien, Bolivie, Pérou. Ben, il y a un moment, ce qui est de moins en moins le cas, parce que les États sont de plus en plus durs et ont moins d'argent. Ben, l'État, il y a du logement informel, allez-y. L'État, il arrive, il fait le système viaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a du goudron. Système viaire, électricité et quelques terrains ouverts. Là, et progressivement, vous voyez que les gens vont construire, ça va faire du dur, etc. Et comme c'est le cas, par exemple, à Istanbul aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les Gecekondu, l'État, tout d'un coup, l'informel devient propriété. C'est l'État qui décide ça. C'est très important parce que ça, c'est en train de se passer un peu partout. Nous, on n'a pas ça du tout. C'est pour ça que les gens vont vers le périurbain, etc. Reste que... J'étais à un colloque sur le périurbain la semaine dernière et une grande historienne de l'urbain, Annie Fourcault, disait ces petits quartiers tremplins, durant l'entre-deux-guerres, on en avait partout. Hein, on en avait partout.
Il y avait les maisons sur lesquelles on crache, puis le pavillonnaire. Les gens construisaient leurs petites bricoles. Ils ne voulaient pas en sortir, ils vivaient dans la boue. Et l'État a mis 30 ans à leur amener le goudron. Hein, parce que lui, il voyait l'État, la cité sociale. Hein, que je ne méprise pas, mais qui pose des vraies questions. C'est là où on a quand même... Derrière tout ce débat-là, on a effectivement les collectivités, la réforme. On a le type d'intervention de l'État. Parce que voyez-vous même, moi ce que je vois en baladant un peu à l'étranger, l'idée d'espace public, et ça n'a rien à voir quand vous êtes pays que je connais bien en Colombie par exemple, qui d'ailleurs joue tout sur l'espace public. Hein, c'est leur leitmotiv, faire de l'espace public. Medellín, la ville la plus stigmatisée, ville mafieuse, c'est la ville qui s'est le plus transformée. Vous savez, avec des choses très simples. Désenclaver un quartier, ben là ils ont allé chercher des ingénieurs français. Medellín, un quartier, un favela très dur, métro câble, hein, c'est tout désenclavé. Métro câble, en 2 jours, ça ne veut pas dire que le type a trouvé du boulot. En 2 jours, il peut sortir de chez lui. Métro câble, au moins nous on sait faire ça parce que on a des montagnes et donc on met des métro câbles. C'est des trucs, mais on en a à la tonne partout dans le monde. Hein, et ça c'est très important, désenclaver. Mais je reviens sur cette idée, quartier tremplin. Le problème, c'est pas l'État ou c'est pas le libéralisme ou État, c'est l'État doit favoriser des mouvements qui naissent dans l'informel que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est ça que je trouve très important, parce qu'après, Jean-Pierre l'a dit, faut pas se tromper, le modèle aujourd'hui, c'est la cité-État, c'est Singapour. À Shanghai, beaucoup plus grosse ville, c'est Singapour. C'est la cité fermée, c'est la cité close sur elle-même, sécurisée, propre, fermée. Hein, et ça, vous n'y accédez pas comme ça. Hein, vous n'y accédez pas comme ça. Donc il faut bien voir que le modèle de la ville de la réussite que vous avez évoqué, le modèle de la ville de la réussite, c'est une modèle de ville globalisée auquel tout le monde n'a pas accès. Alors que le principe de la ville, c'était que tout le monde avait accès. Hein. Je rappelle quand même, parce que ça fait partie de la culture que vous avez évoquée. C'est le grand philosophe Lévinas qui rappelait ça. Il y avait, dans le désert d'ailleurs, il y avait cette idée. Pourquoi il y a des portiques qui représentent la justice quand on se balade au Proche-Orient, dans la malheureuse Syrie d'aujourd'hui, dans toutes ces villes ruinées? C'est que il y a l'idée de ville refuge qu'on évoque beaucoup à propos des réfugiés et tout. Ça veut dire que si vous avez tué quelqu'un involontairement dans le désert, hein, bon, involontaire, vous avez le droit d'être jugé dans la ville. Vous arrivez à la ville pour bénéficier de la justice. C'est génial, ça. C'est la tradition biblique qui est aujourd'hui dans la Torah, etc. La ville, ça porte des valeurs énormes. Et là, on revient à votre question de départ. Regardez quand même depuis 89, où on voyait quand même la démocratie plus heureuse. Qu'est-ce qui prend dans la figure? C'est les villes. L'urbicide est la question centrale. Sarajevo, Grozny, pourquoi on s'en prend aux villes? Ça, c'est un truc tout à fait... Et vous comprenez rien au Proche-Orient, même à ce qui se passe en Syrie, si on voit pas que c'est une guerre aujourd'hui de villes. Et je dis ça en ayant une pensée pour mon ami Michel Seurat, qui est mort comme otage, et que moi j'éditais dans la revue et en bouquin, toute sa réflexion sur ce qu'il appelle l'état de barbarie. Ça veut pas dire que la Syrie est barbare. C'est un état qui fonctionne justement à produire toujours de la violence et de la désinstitutionnalisation. Excusez-moi d'être trop long. Bonsoir. Les 3 dernières questions. J'aurais voulu revenir sur les zones dans la ville qui sont plutôt, qui ne pourront pas aller vers le flux dont que vous avez exposé, mais qui seront plutôt obligés de subir l'immobilisme, à savoir toutes les résidences HLM, les résidences sociales, où malheureusement là, il faudra peut-être proposer quelque chose pour rendre actif, pour faire bouger cette population et puis ce lieu. Donc, je pensais aux propositions d'écologie urbaine avec toute cette tendance de potager collectif, potager solidaire. Donc là, c'est un peu la notion plutôt, organisation écologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible? Nous avons fait à ce titre une démarche auprès de l'Assemblée nationale et de la Commission pour le plan quinquennal auprès de M. Ayrault, en demandant que 20% des zones de gazon dans les HLM soient affectées au potager. Ça fait depuis quelques mois déjà que nous avons fait ces demandes, pas de réponse. Comment ça se fait qu'il y ait si peu d'intérêt? Nous avons sollicité les architectes
il y a assez peu donc d'intérêt également. Par contre, au niveau des collectivités, conseil général, conseil régional, ont des appels à projets et là subventionnent et s'intéressent et font des propositions. Mais est-ce que ça peut être une source de solution ? Non, il y a beaucoup. Je vois à l'école du paysage, les étudiants travaillent beaucoup sur ces choses-là. Le problème qui se pose, on retrouve la métropole, c'est est-ce que mon petit projet, ça va être mon petit projet bon, c'est comme la rue piétonnière que j'ai pour moi. Il y a qu'à voir les débats au Halles, etc. Vous voyez, est-ce que ce projet a une signification par rapport à un ensemble plus large ? C'est toujours la question qu'il faut poser. Parce que les écoquartiers, c'est très bien, mais vous pouvez faire la critique d'écoquartiers qui sont vite boboisés. Hein. Vous avez dans les Émirats, vous avez des écoquartiers partout. Hein. C'est pas ça qui ouvre l'espace urbain. Ça me permet de faire 2 minutes, 2-3 petites. C'est très important. Remarque sur la nature, parce que finalement on l'a peu évoqué. Bon, j'ai évoqué la question du site. Quand on dit qu'il y a urbanisation généralisée, ça veut dire ce que font d'ailleurs beaucoup de gens liés à l'écologie, comme Augustin Berck, Dominique Bourg, voire Nicolas Hulot. Ça veut pas dire que tout est construit, mais ça veut dire que tout est urbanisé. C'est-à-dire qu'il y a des effets. La désertification, c'est un effet d'urbanisation. Le désert, il n'est pas en dehors de l'urbain, puisqu'il prend... Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la guerre s'y passe, mais c'est pas d'une originalité folle. Mais il faut bien comprendre le processus en cours, et ça, c'est très important. Parce que en France, le mythe, c'est de temps en temps, la ville, c'est pas bien, on est très anti-urbain. On va revenir au village, au rural. Alors, on revient au village, qu'on appelle les néo-urbains aujourd'hui. Très souvent, vous avez 2 conceptions du village. Vous avez les anciens, et puis vous avez ceux qui sont des gens un peu bien friqués, qui effectivement se réinventent leur petit village. Je passe là-dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la tendance générale. Qui est pas toujours... C'est comme les flux, ça. Urbanisation générale. Ça veut dire, lisez Jacques Le Goff, notre grand historien du Moyen-Âge, il explique que la ville, au Moyen-Âge, il parle de l'homo urbanus, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire, on invente la commune, et l'émancipation communale. Hein, donc, faut quand même pas oublier tout ça. C'est très important dans notre histoire. Il montre très bien que la ville se fait par rapport à la campagne, un peu en synergie, que la campagne se fait par la forêt. Lisez Michelet et la sorcière. Hein, et la forêt, c'était aussi la femme, hein, c'était toutes les menaces, non, c'est très intéressant. Et aussi par rapport au désert. Le désert, c'est le lieu de la prière, c'est le Proche-Orient. Hein, la ville, c'est le commerce, l'université, par rapport à la campagne, mais dont on a besoin pour 1000 raisons, au désert et à la forêt. Aujourd'hui, on n'est plus à monter vers la ville. C'est ça qu'il faut arriver, du village à Il n'y a que les Français qui croient encore qu'on peut protéger des zones villageoises formidables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des zones formidables, c'est pas ça que je veux dire. On a des paysages magnifiques, hein. Ça vaut pas les Andes, mais bon, ça c'est autre chose. Mais vous voyez qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un retournement sur lequel travaillent beaucoup de paysagistes et d'urbanistes, comme Clément et autres. Mais ça, c'est une chose à expliquer. Je sais bien que tous ces mots, c'est pas évident, là on a un peu de temps, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut refaire de l'urbain dans les zones rurales, faut refaire du rural, dans les zones rurales urbanisées. De même que la forêt, elle a été déforestée. Au passage, nous avons, une grande partie, hein, la Guyane, c'est une grande partie de l'Amazonie. Vous allez en Amérique latine, le débat, il est toujours sur la forêt, sur l'Amazonie. Est-ce un bien commun? Est-ce ça appartient, etc. Un vrai débat, après, sur la propriété, justement. Donc le problème, c'est de reconquérir de manière positive de la forêt, du rural et autres. C'est pas de dire on retourne à parce que eux-mêmes ont été urbanisés ou ont subi les effets de l'urbanisation. Et ça, moi, je pense que c'est très important parce que ça, c'est pigé. Quand vous allez au Brésil, les Brésiliens, ils ont pigé ça. Alors, il leur en reste, hein. Mais nous, on en a. Je redonne l'exemple de l'Amazonie. Vous connaissez mieux, hein, tous ces territoires montagnards et autres qui sont quand même bon. Là, il y a des vrais débats à avoir qu'on n'a jamais. Qu'est-ce que c'est que l'entretien des montagnes? Qu'est-ce que c'est que la forêt en France? Qui sont passionnants et qui touchent l'écologie. Le problème, c'est pas seulement de venir marcher dans la forêt, même si c'est très bien. Ça, c'est. Et juste dernière remarque sur ce que vous avez dit sur les questions urbaines. Je reviens à votre question là sur cette ville. Je reprends pour bien faire comprendre la notion de mon ami Jacques Donzelot qui parle de ville à 3 vitesses. Ça veut dire quoi, ville à 3 vitesses? Vous avez la ville globalisée, qui est un peu la ville où on dira bobo. Hein, c'est la ville des gens. Moi, j'ai la chance d'habiter en centre-ville. Vous voyez bien, les gens qui achètent là, financiers, artistes, friqués, c'est des gens, en gros, ils ont un studio dans chaque ville d'Europe ou à New York, etc. Je peux donner l'exemple chez moi. C'est des gens qui habitent toutes les villes sans habiter nulle part. Ils sont de toutes les villes. Ils bougent. C'est les mobiles. C'est les hypermobiles. Après, c'est ce qu'on appelle l'hypermobilité.
la plus globalisée. D'une certaine manière, ils vivent dans les aéroports, on pourrait dire, cher à Paul Andreu. Hein, et après, vous avez la vitesse contrainte, c'est le périurbain, de voitures, etc. C'est bon, tous les débats qu'on commence à avoir. Au passage, très important, la classe intellectuelle très méprisante sur le périurbain et tous ces milieux urbanistes architectes, c'est en train de changer. Hein, alors, est-ce lié au vote Le Pen ou pas? Ça, c'est un autre problème. Est-ce parce qu'on en profite pour oublier les banlieues, comme disent certains de mes amis? Hein, parce que quand on parle du vote Le Pen, il y a aussi l'idée qu'on s'est un peu trop occupé de ces oiseaux des banlieues et qu'il serait que temps qu'on s'occupe de nous, là, aux confins, dans les marges, dans les zones de fragilité. Et 3, vous avez... Alors ça, c'est la cité à la française. Vous n'avez pas tellement d'exemples partout. C'est pas les quartiers tremplins. Vous avez l'immobile. Parce que la question qui est derrière tout ça, derrière le débat sur le territoire, d'une certaine manière, c'est quoi, Ricoeur aurait dit, la bonne mobilité pour trouver, c'est ça la question de l'urbanité aujourd'hui. C'est quoi une bonne mobilité? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être sur plusieurs territoires, etc. De toute façon, on l'est toujours. Je suis de mon quartier, vous êtes sûrement de plusieurs villes, même si vous avez votre ville de préférence. Chacun est un peu, faut jamais oublier un seul livre à lire sur tout ça, parce que la ville c'est de l'imaginaire. Hein, Lévi-Strauss disait la ville c'est du construit et du rêve. Le problème c'est que le rêve on l'a de moins en moins. Hein, vous lisez Les Villes Invisibles, un des plus beaux livres, Italo Calvino. C'est un grand voyageur qui traverse toutes les villes. Et qu'est-ce qu'il retrouve dans toutes les villes qu'il traverse? Il retrouve Venise. C'est la même ville déclinée à l'infini. On a chacun sa ville qui est notre Jérusalem et on traverse tous les Babels. La ville, c'est ça. Parce que ce qui est derrière aussi votre question, le grand baratin qu'on nous fait aujourd'hui sur la ville, c'est que la ville, ça doit être propre. Et ça, les maires et autres, on nous vend de la vitrine. Hein, on nous vend du propre. La ville, c'est du propre et de l'impropre. Hein, parce que c'est quoi? Polis, la police grecque. Polémos, ça veut dire quoi? Police égale polémos chez Héraclite. Et je termine en faisant un peu le philosophe. Ça veut dire unité dans la discorde. La ville, c'est l'espace. Et on retrouve la démocratie, j'aurais dû commencer par ça. C'est l'espace où on peut être en désaccord sans s'entretuer. C'est tout. Donc notre problème, c'est de créer ce type de territoire. C'est créer de ce type de territoire. Mais vous voyez bien que la question, c'est la mobilité. Il n'y a rien de pire que d'être immobile. Vous pouvez être riche, c'est un immobile neurasthénique. Vous pouvez être pauvre. Et un architecte que j'aime beaucoup, Henri Gaudin, qui a fait Charletti, qui a fait plein de théâtres, un très bon architecte, il disait à propos de la crise des banlieues en 2005, si je ne me trompe pas, les mômes, pourquoi ils sont toujours en bas de l'escalier? Hein, ils sont ni dedans, ni dehors. Quand on comprend ça, vous savez, ces questions de rapport à l'espace, c'est finalement très simple. Ce que j'ai dit sur la rue traversante, le nini, là, hein, l'espace, la cage d'escalier. Pourquoi on n'est pas capable de créer ces espaces publics mieux? Ça, c'est... Alors, je ne vais pas cracher, au contraire, j'ai montré qu'on a, nous, dans la tradition française, beaucoup d'atouts, hein, mais que les choses bougent un peu, mais c'est des enjeux décisifs. Hein. Vous l'avez dit, le problème, c'est comment trouver sa place. C'est mon problème dans le travail, c'est mon problème dans l'espace aussi. Hein. Espace, là aussi, je joue sur les mots, spes, spatium, mais on a des bons latinistes, là. N'oubliez jamais que... espace, c'est la possibilité de se projeter dans le temps. Il y a un rapport du temps et de l'espace. Hein. Spes, ça veut dire espoir. Si j'occupe bien mon espace, je peux espérer. Si je l'occupe mal, et je pense qu'aujourd'hui, on l'occupe mal. On n'est pas très heureux. Tu as la dernière question. Oui, je vais la faire rapide parce que Excusez-moi. Je ne ferai pas un grand discours. Donc c'est juste à propos de la ville de Paris, dont vous avez parlé plusieurs fois, qui est l'exemple justement de l'intervention de l'État, parce que c'est Philippe Auguste qui a été le premier en réalité à y faire du vrai urbanisme. Très récemment, on a vu que pour la première fois depuis très longtemps, la courbe démographique de Paris remontait. Il recommence à y avoir une augmentation de la population qui vit à Paris. Est-ce que vous pensez que ça peut être lié plutôt à la disparition des bureaux, peut-être liée aux nouveaux usages dont parlait Robert Rochefort, c'est-à-dire aux nouvelles technologies, etc., au fait qu'il y a une nouvelle façon de vivre collectivement, au fond, ou est-ce que c'est plutôt le résultat de ce dont vous parliez à propos de la voiture, du fait que depuis Tibéri, en réalité, on a commencé à chasser la voiture de Paris? D'après ce que je sais, je vois de temps en temps à la mairie, il y a une volonté délibérée, pas besoin d'être écologiste, de sortir la voiture de Paris. Top terminé. Et il y aura, discuter avec les chauffeurs de taxi, c'est des bons sociologues, vous aurez le péage. Tout est fait pour que le périurbain soit coupé du centre de Paris.
Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une ville bobo et autres? Je rentre pas là-dedans. On sait que les logements sociaux de Lanouée, c'est pas de la blague. Mais il y a une évolution de Paris qui est très problématique. La région Île-de-France est la région la plus inégalitaire. Davzy l'avait dit, a énervé la mairie de Paris. On est dans la zone la plus inégalitaire de tout l'espace français. C'est tout. C'est pas uniquement parce qu'il y a les banlieues, etc., qui sont une spécificité. Mais on a un très gros problème de l'évolution de Paris qui décolle pas, qui n'a pas une image forte. Je rentre pas dans les histoires ville-monde, etc. Et en même temps, qu'est la ville capitale qui veut pas se décrisper. Bien sûr que ça doit rester une ville capitale. On est dans un pays quand même qui va pas changer son histoire en 3 jours. Mais on a un problème de l'imaginaire parisien qui est terrible. En même temps, regardez une fois de plus le Grand Paris, qu'est-ce qu'on a regardé? Les connexions, top terminé. Les meilleures équipes, on s'est pas occupé de l'imaginaire. Alors justement, moi, ce que je l'avais écrit d'entrée de jeu, on va pas toucher à et l'imaginaire, au sens où je l'ai évoqué, Lévi-Strauss. Si on veut que la culture politique française change un peu, et il s'agit pas de s'opposer Girondins, Jacobins, enfin bon, il faut bien faire bouger l'histoire. L'histoire bougera par la ville de Paris. Et moi, j'ai toujours dit pour le Grand Paris que de toute façon, c'est Delannoy qui avait les cartes en main. Parce que c'est lui qui a la ville-centre, qui a l'imaginaire, qui a la force, qui a le patrimoine, qui a tout, qui a l'axe qui est pas loin, là. L'axe, quand vous avez l'axe napoléonien, vous avez le pouvoir. Cette ville est une ville monumentale de bâtiments de pouvoir dont on ne sait pas quoi faire. Sinon, des ministères, on ne peut pas s'entendre. On est bien mieux dans cette salle. Alors que justement, aujourd'hui, vous découvrez que l'espace public, il délibère virtuellement. Alors je dis pas qu'il faut que ça, et que le monument aujourd'hui n'est plus porteur d'espace public. Ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir, parce qu'on a travaillé dans le numéro sur reconquérir l'espace public. Faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, même si ça se passe pas de ces jours-ci, c'est le syndrome de la place Tahrir. Moi, je connais assez bien Le Caire, une ville que j'adore, ville difficile, ville impropre, justement, mais ville pleine d'énergie, parce que moi, une ville, c'est un truc qui vous donne de l'énergie. Quand une ville vous donne plus d'énergie, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux et tout? On a beaucoup déliré, Tunisie, etc. Les réseaux sociaux font-ils la révolution? Non. Parce que bien sûr qu'ils ont joué leur rôle. C'est des déclencheurs. Formidables. En Chine, ils jouent un rôle fantastique. En Syrie, ils ont joué un rôle. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'à un moment, là, en Égypte, on a compris qu'il fallait se rétablir où? Sur une place, sur la place Tahrir, place difficile, sur l'Agora. Il faut revenir à l'espace physique. Mais vous voyez que c'est le mouvement inverse de ce à quoi on est habitué, à ce qu'on enseigne à nos enfants, où on est là dans le réel et on va monter dans le virtuel. Pas du tout. On est dans un monde très immatériel et très matériel en même temps, les connexions. Et il faut recréer des territoires. Et il y a des places partout. Il y en a à Pau, il y en a à Place Tahrir. Et la place, c'est fondamental. Ça veut pas dire que ça se passe bien. C'est ce que j'ai dit. Il nous faut des endroits pour pouvoir être en désaccord sans s'entretuer. C'est ça qui fait qu'il y a des villes. Alors peut-être que c'est foutu, parce que les 3 tendances aujourd'hui, les flux sont plus forts que les lieux. On n'est plus au temps de Venise et des villes hanséatiques, où toutes les villes contrôlaient les flux externes. Ça, c'est deuxième tendance. Le privé l'emporte sur le public. Les privatisations dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il y a une recomposition des rapports privés-publics, et la mixité perd du terrain par rapport à la fragmentation. Ça, c'est clair. On est tous pris dans ces 3 tendances. Alors, vous allez me montrer un écoquartier, vous allez me montrer Lyon-Confluence, cher à Monsieur Collomb. On va dire c'est formidable. Oui, c'est formidable. Pour qui? Le problème, est-ce qu'on est capable de réagglomérer? C'est ça la question. C'est pour ça que la question de la métropole n'est pas... Il faut la garder, parce que c'est ça qui est derrière. Est-ce qu'on peut réagglomérer des choses, ou est-ce qu'on va être chacun une miette? Une miette. Le meilleur livre sur le périurbain s'appelle La ville émiettée. Il montre que c'est des miettes. C'est des miettes. Ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais, c'est pas la question, ou vivent mal. Ça veut dire que, c'est-à-dire on découvre que c'est une logique de club, etc., que les gens votent moins, qu'il n'y a pas une implication citoyenne comme vous la gardez en centre. On a plein de travaux sur tout ça. Vous savez, vous discutez avec un maire, le moine sociologue aujourd'hui, il distingue l'habitant. Non, le citoyen, là où je vote. L'habitant, c'est là où il y a des représentants pour lesquels je n'ai pas voté, agglo, etc. Et usagers, c'est ceux qui vont, c'est tout le débat sur Paris. Je rentre dans Paris et donc je profite des services, etc. La mobilité, elle fait que nous avons plusieurs personnages.
Et puis je suis sûr qu'ici, beaucoup de gens sont un peu birésidentiels, et pas uniquement les hommes politiques. Hein. Merci beaucoup. C'était très intéressant, foisonnant. J'avance une réflexion ultime. Moi, je pense que la question abordée à différentes reprises en filigrane, c'est que, au moins dans le monde qui nous intéresse, il n'y a précisément pas d'urbanisation s'il n'y a pas de démocratisation. Or, la démocratisation, ça commence si on identifie la communauté à laquelle on appartient. Marielle a 100 fois raison, elle intervient à chaque fois que on a récemment vu Hollande, elle lui a encore expliqué. C'est impossible que Paris, Lyon et Marseille aient des maires qu'ils n'élisent pas. C'est-à-dire que, je me souviens de Séguin triomphant le jour où Delanoë a été élu, enfin le seul élément de triomphe qu'il avait, il avait fait à Paris plus de voix que Delanoë. C'était Delanoë qui a été élu parce qu'il y a un scrutin puzzle complètement insularisant des quartiers et il n'y avait pas de... Or, la question qu'on est en train de vivre, de cette espèce de labyrinthe de collectivités locales, dans lesquelles plus personne ne se retrouve, nulle part, plus la métropolisation actuelle. Moi, je trouve très intéressant ce que Mercier et Collomb font ensemble. D'abord, ça me fait rire, parce que c'est pas un grand secret de dire aujourd'hui que Mercier m'avait fait une grosse guerre amicale, parce que j'avais manifesté de l'indulgence pour Collomb à Lyon et pour nos amis qui rejoignaient, au deuxième tour, on rejoint Collomb. Et Mercier était très fâché Et puis finalement, il fait avec Collomb, alors, sans qu'il y ait eu débat sur ce sujet, il fait quelque chose qui est un objet nouveau, non identifié, qui est extrêmement intéressant parce que c'est, je crois, un objet politique qui peut être reconnu par les gens. Alors, on n'a pas les institutions, on n'a pas le mode de scrutin, on n'a pas la capacité, on ne sait pas lui donner un nom, on ne sait pas rendre compte de la cannibalisation entre métropole, département, région. Alors, Mercier, il était président du département, donc d'une certaine manière, il règle cette question. Mais j'imagine que Kéran, il doit avoir la fumée qui sort par les oreilles. Parce que si tu fais en Rhône-Alpes la métropole Lyon, du Grand Lyon, eh ben qu'est-ce qui reste à la région ? Alors ça n'est pas le cas à Singapour, c'est pas le cas. Bon, on voit bien que l'identification de la communauté à laquelle on appartient est la première étape de la démocratisation. Sans ça, qu'est-ce qui se passe en France ? Oh, c'est très simple. Toute élection de collectivité locale est transformée en élection politique, en sondage grandeur réelle sur le gouvernement. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Et aucun débat possible. Je voudrais, vous ici, vous êtes vraiment les mecs les filles aussi, la communauté la plus élaborée sur ce qui se passe en politique. Je voudrais que vous m'expliquiez sur quoi travaille actuellement la région Île-de-France. Vous êtes à Paris. Je suis sûr que personne ne peut dire quel est l'agenda de la région Île-de-France. Oui, ben... Ouais, il y a le... Non, mais... Il y a eu le STIF. Mais... À une exception près. Bon, donc c'est tout à fait intéressant parce que dans ces problématiques foisonnantes, voilà les questions qui se posent. Et qui posent les questions qui sont celles du civisme. Pas seulement de l'urbanisme, mais du civisme, c'est-à-dire du citoyen dans la cité. Et ça, pour nous, ça nous intéresse beaucoup, raison pour laquelle nous étions très heureux d'accueillir Olivier Mongin, et pas seulement la jeune femme vient de partir,
pour répondre que chaque fois qu'on parle des potagers communautaires, si on s'adresse à des grosses légumes, il y a assez peu de chances qu'on ait des réponses. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve le 12 février et on accueillera Jean-Christophe Ruffin. De l'Académie française. De l'Académie française.